Moi, un parent, pour répondre après, je vous laisse parler. Un parent a tout à fait le droit de dire à son enfant: tu me donnes la tablette, elle est là, et je la ferme dans un placard, et je te la donnerai quand j'aurai décidé, sur un temps limité. Et pour moi, ça, les parents n'osent plus le faire aujourd'hui. Voilà, pardon. Mais au-delà de l'éducation positive, est-ce qu'on n'est pas quand même face à des élèves qui ont des profils psychologiques très particuliers, qui ont aussi eux-mêmes été victimes de violences? Où elle avait indiqué déjà qu'il avait fait un certain nombre de bêtises, et il n'a pas supporté la frustration, le fait d'être puni par ce professeur. Oui. J'ai une question quand même qui revient à chaque fois. La violence dans les jeux vidéo, parce que pour être allé quelquefois jouer aux jeux vidéo, c'est vrai qu'on a l'impression, enfin c'est hyper violent, mais surtout d'un réalisme. On a l'impression d'être pendant la guerre, un jeune qui regarderait ça 4 heures par jour, ça peut avoir des répercussions sur le mental quand même. Et puis dans les films, dans les jeux vidéo, sur les réseaux sociaux, la violence est quand même beaucoup plus forte quand on pense que moi, les jeux vidéo, c'était Pong c'était d'un niveau pour les générations d'avant, ça n'avait rien à voir quand même. Alors c'est vrai que les jeux sont de plus en plus ultra réalistes, comme on dit, et il y a l'avènement de l'intelligence artificielle, et je pense que ça va être de pire en pire. C'est-à-dire avec des avatars, hein, il pourrait y avoir des avatars. Je pense que ça va devenir ultra réaliste. Ça l'est déjà apparemment sur Fortnite, tout ça. Bon, je suis pas un spécialiste, mais je sais que ce sont des jeux ultra violents et ultra réalistes, mais ça va le devenir. Et c'est vrai que ça peut poser un problème. Je crois que le problème reste multifactoriel malgré tout. Oui. Moi, je suis d'une autre génération peut-être, mais à ma génération, il y avait quand même des jeux violents. Et je pense pas qu'après, ça fasse de soi un jeune violent. C'est comme tout, ça dépend sur qui ça tombe. Et puis, il y a la dose. Alors, je sais qu'il y a certains jeunes, il y a un âge limite, on doit jouer. Enfin, Fortnite, c'est à partir d'un certain âge. Et je sais que les jeunes, des fois, ont tendance à désobéir aux parents. Ils vont quand même réussir à craquer les jeux pour jouer quand même. Enfin, la sécurité, vous savez, parents, enfants. Bon, je sais qu'il y a ça. Mais moi, je peux pas m'expliquer, parce que vous avez entendu, là, que M. Darmanin avait fait une opération, on va regarder dans les sacs, et puis on avait saisi je ne sais combien, 500 couteaux. Bon, c'est impressionnant, 525 couteaux l'année dernière. Je peux pas croire qu'il y ait 525 cas de pathologie mentale. Là, moi, je pense réellement que ces jeunes ont vraiment, et je pense que même si les jeux vidéo jouent un rôle, je pense que ça reste, et j'en reviens au sacro-saint parents qui doivent poser un cadre. C'est bien sûr à eux de limiter les jeux, de surveiller, mais qui doivent aussi poser un cadre. Par exemple, vous parlez des films violents qui sont interdits à un certain âge, où les enfants s'autorisent aujourd'hui, en plus avec les tablettes, à regarder ce qu'ils veulent. C'est aux parents de contrôler la fameuse tablette. Et pour revenir à la fameuse éducation, combien d'enfants j'ai ou de parents qui me disent, moi, je peux pas lui interdire la tablette, l'enfant a 10 ans ou 12 ans, et le parent est incapable C'est quand même plus compliqué d'interdire les choses, parce que à une époque où il y avait la télé, c'était plus simple de dire, là, va te coucher. Tandis que là, on interdit quelque chose, mais l'enfant, il l'a dans son lit, il l'a dans, il peut le regarder derrière votre dos quand vous êtes au travail. Mais vous touchez un point. C'est quand même beaucoup plus compliqué d'être parent aujourd'hui. Je suis d'accord. Vous touchez un point sensible. Et là, on va parler de l'autorité, le fameux mot, le gros mot, puisqu'on a plus le droit de parler d'autorité. Je crois. Non, mais même un parent qui aimerait exercer son autorité, c'est quand même plus difficile de l'exercer. C'est plus difficile, mais me semble-t-il, c'est pas impossible. Et pourquoi je dis ça? C'est que je pense que les parents d'aujourd'hui ont la crainte d'être considérés comme le mauvais objet, le parent qui interdit, le parent qui Je vous ai parlé de l'éducation positive, et il faut qu'on dise un mot là-dessus, parce qu'on est dans cette éducation où on est dans de la coopération de plus en plus avec l'enfant. On se met à sa hauteur, on veut le comprendre, on veut lui donner une chance, lui expliquer, ne pas vraiment lui dire non de manière très frontale. Bon, ça, c'est les années post-68. Ça avait déjà commencé avec Célestin Freinet dans les années 40. Cette éducation où on est à l'écoute de l'enfant, de son éveil, et on ne lui pose pas de limites franches, et on négocie avec lui. Je pense que ça donne à l'enfant un sentiment de symétrie. Et je voulais dire, moi, je pense vraiment que l'éducation positive aujourd'hui, et d'ailleurs tous les livres sur, regardez Amazon partout, la FNAC, comme vous voulez, cartonnent là-dessus, comment devenir un parent positif. Et je pense qu'on a mis dans la tête des parents, et on les a culpabilisés sur le fait qu'ils puissent avoir un minimum le droit d'être encore autoritaire. Et pour moi, l'autorité n'est pas un gros mot. Elle structure le jeune. Il ne faut pas confondre avec l'autoritarisme, qui est un excès d'autorité. Mais pour moi, un parent, pour répondre après, je vous laisse parler, un parent a tout à fait le droit de dire à son enfant, tu me donnes la tablette, elle est là, et je la ferme dans un placard, et je te la donnerai quand j'aurai décidé, sur un temps limité. Et pour moi, ça, les parents n'osent plus le faire aujourd'hui. Voilà, pardon. Mais au-delà de l'éducation positive, est-ce qu'on n'est pas quand même face à des élèves qui ont des profils psychologiques très particuliers, qui ont aussi eux-mêmes été victimes de violences, qu'on entend aussi souvent, et qui du coup vont avoir tendance à la reproduire ensuite
face à leurs camarades, face à leurs enseignants? Je suis d'accord, mais est-ce qu'on peut dire que la violence a toujours existé au sein des foyers? Je pense que des violences conjugales entre un homme et une femme, un couple qui se bat devant l'enfant. Contre les enfants aussi. Voilà, j'ai beaucoup d'adultes qui viennent me voir qui ont 50 ans aujourd'hui, qui me racontent leur enfance. Je peux vous assurer que c'était très très violent à la maison et ils ne sont pas devenus délinquants pour autant ou n'ont pas des couteaux dans leur sac. Donc oui, je pense que c'est un facteur, la violence qui est à la maison, mais ça n'explique pas entièrement le fait qu'on ait 525 jeunes avec des couteaux dans leur sac à une certaine époque. D'ailleurs, dans une certaine époque, ils pouvaient avoir un couteau dans le sac, mais n'avaient pas l'intention de. Là, ce que vous disiez, madame, qui est intéressant, c'est qu'ils ne supportaient pas les jeunes, les fameuses remarques qu'il y avait dans son carnet. Oui. Ces remarques l'ont blessé sur un point de l'estime de lui, et je pense que les jeunes, aujourd'hui, et c'est moi, encore une fois, sur l'éducation, sont extrêmement susceptibles. Quand un parent pose une limite, moi j'ai déjà entendu en consultation des jeunes et des parents me dire que l'enfant m'a dit qu'il avait envie de me tuer et tuer son propre parent. Parce que symboliquement, les enseignants, vous savez bien que ce sont les parents symboliques. Donc, vous savez... Ils ont du mal à supporter les frustrations, les remarques... Oui. Et quand vous frustrez pas suffisamment un enfant, il en finit par se sentir aussi fort et aussi symétrique que vous, et du coup, il vient vous défier, et quand il ne supporte pas, par exemple, que vous lui disiez non sur une chose, eh bien, il en vient aux mains de manière très physique, alors pour aller jusqu'à, malheureusement, commettre ce qui s'est passé, c'est gravissime, mais je pense vraiment qu'on sous-estime, et d'ailleurs, dans tous les débats, quand j'écoute la télé là-dessus, j'entends effectivement la tablette, j'entends ça, mais on sous-estime la part et le rôle, l'importance de l'éducation. Je pense qu'elle est fondamentale, et que réellement, on est dans une sorte de... Les parents sont dépassés par leurs enfants qui ont pris un peu le pouvoir, quoi. Eh ben, demandez-le aux enseignants. Enfin, honnêtement, dans le milieu... Jean-Rémy Girard, le ministre de l'Éducation nationale, a écrit aux parents. Oui. Alors je cite. Alors c'est une longue lettre. J'avoue que j'ai trouvé ça un peu compliqué à lire. Je sais pas si elle a été lue par beaucoup de parents. Je me suis un peu forcée, mais je me demande si les parents ont suivi. Bon, enfin, j'ai repéré quelques phrases. Nous ne pouvons admettre ni la banalisation de l'insulte, ni plus grave encore les violences physiques ou le port d'armes blanches. Alors que pensez-vous de ce courrier? Et puis en gros, il demande aux parents de prendre leurs responsabilités et justement d'exercer leur autorité et de respecter l'école. Alors moi, enfin, c'est un peu décousu la lettre, j'avoue. Moi, je suis professeur de lettres, justement. Oui. Et l'analyse qu'on en fait au SNALC, c'est sur le fond, dans cette lettre, ça va. Enfin voilà, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Nous, on pense pas que le destinataire de la lettre soit forcément réellement les parents. On pense que c'est une lettre qui est faite pour être lue par les personnels de l'Éducation nationale, avec le ministre qui dit « Regardez, j'écris aux parents. Voilà ce que j'écris aux parents. » J'ai trouvé que c'était pas du tout facile à lire. Non, c'est pas facile à lire. Si on voulait vraiment que l'immense majorité des parents la lisent, on y écrirait quelque chose de beaucoup plus court. Ah oui, d'accord. Et de beaucoup plus simple, probablement, également. Là, effectivement, on est sur quelque chose qui a plus un côté communication et communication vis-à-vis non seulement des médias, bien entendu, le ministre écrit une lettre aux parents, mais aussi communication vis-à-vis des personnels, qui nous a écrit une lettre à nous aussi. Il nous a écrit une lettre au professeur, le ministre. Avant, il n'y a plus qu'à écrire une lettre aux élèves, comme ça, il aura fait tout le monde. On pourra lui dire peut-être de la réécrire de façon... Mais voilà, nous on pense pas... Alors, ça va pas avoir d'effet, cette lettre aux parents, ça va pas faire quoi que ce soit. C'est bien que le ministre, pose certains éléments de diagnostic sur lesquels on peut être parfaitement d'accord. Néanmoins, on pense pas que ça va changer grand-chose, parce que... Et qu'est-ce qu'il demande aux parents dans cette lettre? Alors, il demande aux parents de veiller à l'éducation de leurs enfants, et le fait que c'est important qu'ils jouent leur rôle pour le faire très très rapidement. Effectivement, ça pouvait être dit de manière plus rapide. Mais effectivement, nous-mêmes, on est confrontés pas qu'aux élèves, on est confrontés aux parents. Je rappelle une statistique qui me paraît essentielle là-dessus. À l'école primaire, les enseignants ont presque autant de chances d'être agressés par l'entourage adulte de l'enfant que par l'enfant lui-même. Donc on est aussi sur des difficultés qui sont pas que des difficultés avec les élèves, et de plus en plus on a des parents qui sont des parents clients, des parents qui, s'il y a quelque chose qui va pas, une mauvaise note, une remarque, qui viennent immédiatement et qui montent de plus en plus haut. Maintenant, ils s'arrêtent même plus au chef d'établissement, ils écrivent au recteur, ils écrivent au ministre. Voilà. Mais en fait, on est complètement à côté de la problématique majeure, c'est-à-dire que nous, dans l'éducation nationale, on se prend tout ce qui se passe dans la société, on le regroupe, nous le met en plus par paquet de 25, 30, 35, suivant le niveau,
dans les classes les plus chargées d'Europe. Et on demande à des enseignants qui sont déjà au bout du rouleau, on n'arrive plus à recruter. En collège-lycée, plus d'un enseignant sur 10 n'a pas le concours aujourd'hui. On a plus de 10% de contractuels. On ne pourvoit pas les postes. Ça va être difficile de les recruter enseignants dans ces français conditions. sont ceux qui s'estiment le moins valorisés dans la société de tous les pays de l'OCDE. Statistique 4%. On est 4% à s'estimer valorisés dans la société, les enseignants en France. Voilà. Et effectivement, finalement, on a de plus en plus, parce que la société va quand même pas très bien, pour des tas de raisons. Et nous, finalement, on se retrouve, alors même qu'on est nous-mêmes à bout de souffle, et que finalement, les seuls messages qu'on nous fait passer, c'est faut faire des économies, faut supprimer des postes. Il va falloir que vous fassiez des trucs en plus, il faut que vous vous occupiez de ceci, de ceci, de ceci, de cela, à des personnels qui disent déjà, mais en fait, nous, on fait ce qu'on peut. Alors peut-être qu'on le fait pas complètement bien, mais on n'y arrive plus, quoi, nous non plus. Jean-Luc Robert, est-ce que les parents ont une part de responsabilité dans la violence des élèves à l'école ? Vous disiez que les parents étaient souvent cherchaient mon enfant n'est pas agressif, il est TDAH. Ils agressent les parents lorsque Jean-Rémy Girard, ils agressent les profs quand ils estiment que leur enfant est injustement puni. À tous, heureusement.